Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi les us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations. Des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance, de postpartum, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Marilou que je reçois dans mon espace. Marilou viendra vous parler des 4 naissances de ses enfants, la première en milieu hospitalier alors qu'elle était jeune, et les 3 dernières à la maison. Elle viendra aussi vous parler de l'accompagnement qu'elle propose aujourd'hui en tant que protectrice des naissances, mais aussi de sujets phares comme l'industrialisation des naissances ou encore la surmédicalisation de celles-ci. Bref, vous l'aurez compris, un magnifique voyage au cœur de la maternité naturelle et consciente que je vous laisse sans plus tarder découvrir. Bonjour Marilou. Bonjour Marion. Je suis vraiment très très heureuse de t'avoir au micro aujourd'hui. Notre rencontre, en tout cas, est un petit peu particulière puisque c'est dans le cadre d'un autre projet avec Vanessa, en tout cas que je mène, qu'on s'est rencontrés, qu'on a pu échanger ensemble sur, en tout cas, les prémices, une petite partie de ta maternité. Et c'est comme ça, en tout cas, que tu as pu me déposer l'histoire, en tout cas, de tes différentes naissances qui m'ont beaucoup marquée. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenue vers toi pour qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. Parce que, au-delà de ton histoire que tu as pu me déposer sur ta maternité et tes différents enfantements et ton accouchement, ce que tu transmets aussi à travers ton compte Instagram, ta vision de la maternité et ce que tu partages me parle énormément aussi. Et donc, voilà, pour moi, c'était indispensable de passer à côté d'une maman comme toi. Et c'est un vrai honneur, en tout cas, de t'avoir aujourd'hui au micro pour que tu puisses nous partager cette riche expérience, parce qu'avec 4 enfants, on peut dire que c'est une riche expérience, voilà, de ta maternité. Peut-être que sans plus tarder, je vais te laisser te présenter brièvement, voilà, nous dire un petit peu qui tu es, présenter ta petite famille, et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, à commencer par ta première naissance. Oui, d'accord. Bah écoute, avant de me présenter, je voudrais quand même répondre à ton introduction et te remercier chaleureusement de m'inviter ici, dans cet espace, dans ton espace. C'est la première fois que je vais déposer mon histoire publiquement et j'en suis vraiment honorée et touchée. Alors merci Marion, merci. Je m'appelle donc Merci. je m'appelle Marilou et je suis une amoureuse du vivant. Depuis toujours, je suis sensible au respect de l'environnement, au respect de la nature et de son cycle, au respect des espèces et de leurs habitats. Et depuis longtemps, je veille à être une humaine propre, voilà, soucieuse de ce que je peux ingérer, de ce que je peux appliquer sur moi, de ce que je peux acheter, de ce que je peux porter. Euh, voilà, couplé à tout ça, il y a aussi une hypersensibilité chez moi aux odeurs, au bruit et à la luminosité. Et je pense que tout ceci me rapproche aussi de mon côté mammifère. Voilà.
J'ai donc logiquement étendu ce respect, cette sensibilité au corps et particulièrement aux processus biologiques que sont la grossesse, la naissance, l'allaitement. C'est, et ces convictions, elles sont transformées en passion, en une recherche quotidienne, voilà, de toujours plus d'informations et cette passion, ces recherches, cette découverte, c'est vraiment ça s'est transformé en une mission en fait, une mission de vie pour moi. Et je Mmh. suis aujourd'hui sage mère, protectrice des naissances et gardienne d'allaitement. Voilà. Moi, dans ma vie, dans mon idéal de vie, ce serait un monde euh, euh, coloré par la sororité et vraiment guidé par un matriarcat joyeux et débordant d'amour. C'est vraiment ce qui m'anime en fait, ce pourquoi j'accompagne les femmes et les familles depuis plusieurs années maintenant. Et je me caractérise comme vraiment libre, profondément libre et sauvage. Et je suis souvent révoltée, mais je demeure toujours émerveillée, voilà, émerveillée par le monde, par sa beauté. Et je ne sais plus quel grand sage disait le monde ne, ne mourra pas par manque de beauté, mais par manque d'émerveillement, et je trouve ça vraiment juste. Mmh. Et j'ai l'immense privilège voilà, d'être née 4 fois pour chacun de mes enfants. Déjà là, tu viens de nous brasser vraiment des piliers, j'ai envie de dire monstrueux, qui sont hyper importants et hyper, beaux, en tout cas de ce cheminement aussi. Je pense que la maternité a réveillé et révélé aussi, en toi. Même si tu l'as dit, c'était, imprégné et incarné, en tout cas cette connexion avec la nature et le côté, mammifère depuis toujours. Peut-être effectivement, on va pouvoir commencer avec cette première naissance pour voir tout le cheminement jusqu'à cet accompagnement que tu proposes, aujourd'hui, même si ça fait quelques années déjà que tu le proposes. Comment, en tout cas, es-tu devenue maman pour la première fois? Et explique-nous un petit peu, en tout cas, comment, tu as appris peut-être cette grossesse, comment tu l'as ressentie et comment tu l'as vécue? Ma première grossesse, elle est arrivée spontanément, alors que j'avais 16 ans. Et je débutais ma classe de terminale. Voilà, j'étais au lycée, c'était ma dernière année. Et bon, j'ai toujours été une très bonne élève. J'avais pas le profil de la mère ado, si je puis dire. Et j'ai su immédiatement que cet enfant, il naîtrait. En fait, mettre fin à cette grossesse, c'était pas une option pour moi, tout simplement. Et d'autant plus que le futur papa avait toute ma confiance. Et puis j'étais vraiment de nature, ou plutôt de structure, parce que mon enfance y a grandement participé, mais fonceuse, d'apparence inébranlable, et puis l'âge faisant incontestablement rebelle, je pense. Donc cet enfant, je savais que je le garderais, et j'ai vécu une grossesse entièrement physiologique. Voilà, j'ai suivi les 3 échographies recommandées, enfin à l'époque que je pensais obligatoires, entre parenthèses. Et, et puis je l'ai vécu aussi complètement déconnectée de mon bébé, parce que j'étais en classe en fait, et je suivais ma classe, et j'allais en cours, et j'étais pas dans le corps, j'étais vraiment dans l'esprit. Et, et Mmh. je me souviens pas m'être connectée à ce bébé-là. C'était un bébé très calme, que je sentais très peu. Mais voilà, je craignais le jour J de la mise au monde et pas le Ouais. baccalauréat. Ouais. Alors comment tu t'es préparée justement à cet accouchement ou plutôt comment tu as été accompagnée, pour cette première naissance? Alors, de manière très classique, avec une sage-femme, Mmh. du PMI qui était donc à côté de mon lycée. Il faut savoir que moi j'étais en internat, donc j'étais loin de ma famille.
Et donc Ouais. j'avais une visite mensuelle en fait, une sage-femme, voilà, très sympathique. Et puis il y avait une préparation très sommaire, mais sinon j'ai pas eu d'accompagnement plus que ça particulier. Et personnellement, je me suis pas non plus préparée. Euh, Tout ce que je savais, Mmh. c'était les récits de ma mère qui m'avait toujours transmis des choses, voilà, des récits de douleurs atroces. Bon, voilà. Et pourtant, elle l'avait Mmh. connu plusieurs fois et elle avait jamais eu recours à une aide pharmacologique, médicamenteuse. Donc, voilà, d'un côté, il y avait un discours tu accoucheras dans la douleur, hein, le fameux. Et puis d'un autre côté, j'avais Ouais. Mmh. comment dire, figure, cette représentation d'une mère qui avait donné naissance, voilà, sans analgésie péridurale. Et donc moi, je me suis aussi rendue à la maternité dans, avec cette seule idée en tête, en fait, c'est de réussir seule. Euh, En fait, Ouais. on n'est jamais seul, on fait équipe avec notre bébé, mais il y a 14 ans, j'étais très loin d'avoir cette Mmh. conscience-là. Alors parle-nous justement de cet accouchement et de la rencontre, avec ton bébé. Eh bien, ma fille aînée s'est donc présentée à 37 semaines. Et j'ai eu un accouchement, voilà, je pèse mes mots, un accouchement, sous syntocinon, voilà, qui est de l'ocytocine de synthèse. Et ma fille est née par voie basse. J'ai résisté, je n'ai pas eu d'analgésie péridurale, c'était mon seul objectif, je l'ai atteint. En revanche, eh bien, j'ai vécu une expression abdominale à la 30e minute pour rétention placentaire. Et s'en est suivi une hémorragie, de la délivrance et une délivrance artificielle sous anesthésie générale. Voilà pour la naissance. Donc une naissance très... en fait, une naissance qui peut paraître banale, hein, parce que c'est, j'ai envie de dire, un peu comme la majorité des naissances qui se passent de cette manière-là. Et voilà, mon bébé a été posé sur moi quelques secondes, puis retiré, et je l'ai retrouvé à mon réveil, c'est-à-dire 3 heures plus tard. J'ai demandé mon dossier médical il y a quelques mois pour relire tout ça, parce qu'évidemment, j'avais oublié. Mais en tout cas, voilà, j'avais réussi à donner naissance sans analgésie, et mon enfance m'ayant anesthésiée, dissociée, la douleur et la souffrance, en fait, ça m'était familier. Donc, ce que je venais de subir, ça m'a pas paru violent, injustifié, défaillant, anormal. Et c'était juste OK. Voilà, il y a 14 ans pour moi. Et puis en plus, j'ai envie de dire que j'ai un peu aussi, comment dire, je suivais le discours des femmes de ma lignée, quoi. J'ai reproduit inconsciemment ce schéma, voilà, qui avait conditionné ma jeune vie de, voilà, c'est atroce, c'est terrible, enfin voilà. Bon. Et puis miraculeusement, hein, malgré ces 3 heures de séparation à la naissance, l'allaitement, il a été fluide, instinctif, et ce Ouais. durant 6 mois. Donc ça aussi, ça a été vachement réparateur, quoi. Peut-être Marie-Lou, j'ai juste une question à te poser maintenant. C'est est-ce qu'à ce moment-là, le fait que tu sois jeune ou du moins ton jeune âge, a été en tout cas un critère aussi qui, peut-être, a été pour toi un vecteur d'infantilisation ou Oui, tout à fait, carrément. Je me suis vraiment sentie traitée comme une ado qui écoute rien, qui en fait qu'à sa tête et qui, enfin, c'était vraiment ce truc-là, quoi. Je me souviens de réflexions de la part du personnel médical qui étaient vraiment, vraiment terribles, quoi. Et mmh, j'ai eu aucun soutien, aucun accompagnement. Ça rentrait dans la chambre, ça ressortait, ça rentrait, ça ressortait, pas d'encouragement. Enfin, vraiment, c'était très, très. Je pense qu'à partir du moment où ils ont compris que j'étais déterminée à, voilà, à faire seule, ben, en gros, ils m'ont laissé vraiment seule. Mais en plus, voilà, ils se sont permis des réflexions ouais, assez hard. Je me souviens notamment d'une qui a pu rentrer, sourciller en regardant le monito, repartir, donc aller chercher quelqu'un, bon, sans rien me dire, hein. Re-rentrer avec cette seconde mmh, personne, et puis cette seconde personne qui s'adresse à la première qui était rentrée en lui disant: «Oh, mais on a vu pire», et ils repartent.
Alors je sais pas ce qu'il y avait sur le Monipoto, je sais pas ce qui était, voilà, mais en tout cas, voilà, Mmh. des trucs comme ça où moi j'étais complètement, voilà, hors du Bien sûr, ouais. Ouais. inconsidérée et vraiment, maltraitée, quoi. Alors entre justement, cette deuxième grossesse et cette, 1re naissance de ta fille, comment alors tu as dit l'allaitement s'est bien passé, mais comment est-ce que tu as vécu le postpartum? Est-ce que tu habitais, chez tes parents? Est-ce que tu as pris, justement un logement avec ton compagnon de l'époque? Comment ça s'est passé? Oui, et ben, en fait, ce 1er postpartum, il était vraiment doux, il était, à notre rythme avec, ma fille et moi. Faut savoir que c'était, la période des grandes vacances scolaires, en fait. Héloïse, elle est née, juste au tout début, elle est née, fin mai et ce qui fait qu'on voilà, j'avais ces 2 mois d'été, j'avais obtenu mon bac après la naissance, 3 semaines après, donc j'étais vraiment débarrassée des 2 grandes épreuves Waouh! de mon année et je me souviens Ouais. d'ailleurs de la grand-mère de ma fille qui me l'a portée entre 2 épreuves pour que je l'allaite et je me souviens même, bon, il y a 14 ans, je suivais ses recommandations de téter à toutes les 3 heures et mes épreuves duraient 3 heures et je me disais en bonne élève: «Waouh, Ah oui, ça tombe c'est vrai. super bien!» Bon, aujourd'hui, j'en suis loin de cet été toutes les 3 heures, mais comme quoi, voilà. Et non, honnêtement, entre cette première enfant et la seconde grossesse, il n'y a pas eu de, non, il n'y a pas eu d'incident, enfin, de conséquences. J'étais, voilà, ce Ouais. postpartum, cet allaitement, tout ça, ça a contribué à vraiment une belle relation avec mon premier bébé. Et, et j'étais bien dans de bonnes conditions pour porter la vie une deuxième fois. Ouais. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ouais. Alors justement, je l'ai pas dit, on l'a pas encore révélé, mais c'est vrai que, tes 3 prochains, accouchements, donc enfantements, je vais dire, puisque là, ce sont des naissances qui vont avoir lieu à domicile. Quel a été le cheminement que tu as eu ou quel peut-être a été l'élément déclencheur pour, te dire à cette deuxième grossesse: «Eh ben, je vais, f avoir ce projet de naissance-là, l'accouchement à domicile»? Eh bien, écoute, ça va être un petit peu brut, mais j'ai pas cheminé consciemment, en tout cas. J'ai pas Mmh. cheminé entre cette Ouais. première grossesse enfin, cette première naissance et cette deuxième grossesse. Et mais j'étais beaucoup plus confiante parce que je l'avais déjà fait, parce que mon corps savait. Mais en tout cas, j'étais encore très très loin de l'intégration de mes traumas, que ce soit de cette première naissance et même d'avant, voilà, de mon enfance. Euh, Mmh. donc j'ai pas consciemment cheminé. Par contre, ce qui, je pense, m'a vraiment guidée vers ces naissances à la maison, c'est vraiment ce que je disais au tout début, c'est cette fibre naturelle, en fait, cette fibre aussi, voilà, de Mmh. respect du vivant, de respect de la nature, donc de respect de soi-même. Ça a été une évidence, pour le coup, quand tu as eu ton deuxième, enfin ta deuxième grossesse, de mener un tel projet de naissance? Euh, Bah, toujours pas, parce qu'en fait, la sage-femme, je l'ai choisie pour son prénom. Euh, on est arrivé dans une nouvelle région et j'ai Ouais. ouvert le bottin, l'annuaire papier, ça existait encore il y a 14 ans, enfin il y a 12 ans. Ouais. Et, et j'ai lu des prénoms et je me suis dit, ouais, celui-là, je sais pas, il était beau, je le trouvais beau ce prénom-là. Et je suis allée voir cette sage-femme et quand je suis arrivée, il s'avérait que c'était le cabinet de sage-femme qui pratiquait les accouchements accompagnés à domicile. Et donc, voilà, au fil de nos rencontres mensuelles, j'ai évoqué la possibilité d'un AAD et c'était parti. Voilà comment ça s'est fait. Alors justement, donc là, tu as été suivie donc pour cette deuxième grossesse par cette sage-femme-là donc qui accompagne et qui pratique en tout cas les accouchements à domicile. Est-ce que tu avais d'autres accompagnements autour ou peut-être des thérapies ou tu as été voir d'autres thérapeutes ou il y avait juste, cet accompagnement-là? Il y avait juste cet accompagnement global, ouais, de la part de ma sage-femme. Comment s'est passée justement cette 2e naissance à domicile? Et peut-être aussi, je te poserai la question dans le même temps, est-ce que ton compagnon était présent et est-ce qu'il a été soutenant, aidant aussi dans cette naissance?
Oui, alors, bien sûr, ouais, le papa était présent, le papa était assez inquiet au début de ce choix, euh, parce que anxieux de base pour beaucoup de choses euh, mais il m'a suivi quoi. De toute manière, s'il me suivait pas, c'était pareil. C'est moi qui enfante, donc c'est mon choix. Moi, je suis de cette, Ouais. de ce, voilà, de Oui, oui, oui. cette équipe-là. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai rien préparé de plus parce que je partais du principe que les configurations pour cette deuxième naissance, elles étaient meilleures, donc que la naissance le serait également en fait. Et Hmm. sauf que je n'avais pas connaissance des risques entre guillemets d'une grossesse qui joue les prolongations puisque mon aîné était né à 37 semaines. Et en fait, naïvement, à 41 semaines, plus 1 ou 2 jours, je sais plus, je me suis rendue à la maternité pour réaliser ce fameux examen de contrôle, comme ils l'appellent. Et c'est là où j'ai subi un toucher vaginal qui s'est transformé en un décollement des membranes sans consentement. Et donc là, ben, on est sorti de la Waouh. physio. En fait. Là, c'était terminé. On est sorti de la physio, tout simplement. Il y a eu une intervention extérieure. Euh, Tout ceci, j'en fais cette lecture-là des années après. Hein. On est bien d'accord que il y a 12 ans, j'avais pas du tout conscience et j'avais pas la compréhension voilà, d'aujourd'hui. En tout cas, bah, je suis rentrée chez moi et la poche des os, elle s'est rompue. Voilà, juste, je sais plus, peut-être 4 heures après ce décollement. Et c'était vraiment une rupture franche. Et j'ai vécu donc un AAD d'une extrême violence parce que j'avais des contractions immédiatement fortes, longues, tête du bébé contre mon col. Et j'ai tenu bon malgré tout parce que voilà, je l'avais fait une fois et que bah, je le ferai 2 fois et que, comme je le dis, la douleur, bon là c'est même de la souffrance à ce niveau-là hein, parce qu'il y a un grand sentiment d'impuissance. Cette souffrance-là, Hmm. je vais la surmonter parce que j'en suis capable en fait. Et, et puis parce que me rendre à l'hôpital, en fait, c'était définitivement inenvisageable puisqu'elle m'avait fait mal, hein, évidemment. Et mon bébé, il est né 5 heures après cette rupture. Et là, je suis rentrée en dépression du postpartum. Comme quoi, la condition aussi de la naissance, de l'accouchement, de l'enfantement peut aussi avoir un impact très important sur le postpartum. Comment pour le coup, tu l'as traversée, cette dépression? Eh bien, comme beaucoup d'autres choses, dans la plus grande méconnaissance, inconscience, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas ce que j'avais. Pour moi, c'était normal de pleurer, d'être à bout, de changer son bébé de manière tout à fait mécanique, le jour, la nuit, d'être ouais, épuisée. Et, euh, et puis en plus, là, pour le coup, le père de mes enfants était en formation loin, donc du lundi au vendredi, j'étais seule. Et bah, tout ça, voilà, ça a contribué encore plus à cet état. D'autant plus que Mmh. l'allaitement pour mon deuxième enfant, il a été vraiment chaotique. Voilà, j'avais une hyperlactation, un rêve, mon fils une restriction linguale. On a expérimenté la candidose mammaire, voilà, ça a été bon, un parcours du combattant et j'ai Mmh. poursuivi cet allaitement pendant 7 mois, encore dans la souffrance. Et ben, cela, ça a creusé plus profond, si je puis dire, le sillon de ma dépression postpartum, mais dont je n'avais absolument pas connaissance. Et puis ça, c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Oui. Et Mmh. je sais d'ailleurs pas si on en parlait tout court en France. En tout cas, bon, voilà, c'était ma réalité. Quand est-ce que tu, sors justement un peu la tête de l'eau pour te rendre compte que tu as été victime, de ça? Et qu'est-ce que tu enclenches, peut-être avec des thérapies ou des accompagnements divers et variés pour, guérir ou en tout cas soigner, ces traumas que tu as eus? Alors, j'ai
connaissance des abus que j'ai pu vivre, de l'hypermédicalisation de la première naissance, quand je réalise ma formation initiale d'accompagnante périnatale en 2018, donc 8 ans après. Et c'est là où je mets un pied dans la physiologie, D'accord. dans la compréhension de, Ok. des processus biologiques. Et la thérapie Ok. arrivera plus tard. Peut-être on en reparlera. Alors, donc pour le coup, sur cette troisième naissance, donc toujours à domicile, qu'est-ce qui a changé, avec cette, 3e accouchement à domicile? Eh bien, je sais pas ce qui a changé. J'attendais mon troisième enfant 14 mois après la naissance du deuxième. Et bon, naturellement, je me suis voilà, orientée vers l'AD à nouveau. Et en fait, Ouais. je me disais que ça pouvait pas être plus violent que ce que j'avais vécu. Voilà, c'est aussi simple que Mmh. ça. Et je me suis dit que, ouais, que peut-être j'allais expérimenter du plus doux, du plus simple. Euh, et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai pas dépassé la date fatidique et que j'ai vécu un Ouais. travail progressif, un travail assez doux. Je me souviens, j'étais assise au coin du feu, c'était en plein mois de janvier. Voilà, j'étais là assise à me balancer, à vocaliser devant le poêle à bois. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'elle arrivait. Je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, je me suis allongée sur le ventre. Et j'ai donné naissance. Voilà, pour la troisième fois. Et une troisième naissance, la deuxième à la maison, et la première sans perturbation du système d'industrialisation des Ouais. naissances. Avec la présence de la même sage-femme? Alors non, c'était pas la même sage-femme. D'accord. D'ailleurs, ouais. Et c'était vraiment une naissance intacte en fait, une naissance simple, réparatrice. Et le postpartum qui s'en est suivi a été doux et peut-être aussi, ton allaitement? L'allaitement, ouais, c'est bien déroulé, sans événements majeurs. Le postpartum, il était assez simple, mais il était éreintant parce que j'avais eu 3 enfants en 4 ans et demi. Bah Donc oui. là, je me retrouvais avec un Mmh. nouveau-né, un bébé aux besoins intenses de 2 ans et une aînée de 4 ans et quelques. Voilà, donc il était vraiment Waouh! épuisant. Est-ce que tu avais un village ou pas du tout, de soutien, pour, enfin jusque-là? Est-ce que tu as eu un village ou est-ce que tu es toujours, restée un petit peu seule dans cette phase de l'après, du postpartum? Non, je suis toujours restée seule. Je c'était ma vie, en fait. C'était ma vie, jusqu'à il y a quelques années et la solitude de tout traverser, seule, voilà. Heu, voilà. Baisser la tête et y aller à fond et puis de toute manière, et serrer les dents, j'ai envie de dire, hein, vraiment, c'est ce truc-là de voilà, ça va passer. Voilà, donc non, non, j'avais pas de village, quasiment pas de ressources, bah, à part, quand même, mon compagnon, hein, qui en faisait, enfin qui faisait sa part et qui était là, bon, sauf quand il était en formation. Mais en tout cas, non, pas de village et puis pas de famille non plus proche. Voilà. Alors pour cet dernier accouchement, alors sauf s'il y a encore des projets bébés, hein, dans ce cas-là, tu m'excuses, mais en tout cas pour cette dernière naissance, à domicile, bah, parle-nous un petit peu, peut-être qu'elle est arrivée plus récemment, peut-être que, tu avais commencé ta formation, pour l'accompagnement que tu proposes, aujourd'hui, ou pas? Hem, ben, ma dernière grossesse, ça a été, la seule, qui fut, épanouissante, qui fut, Mmh. pour laquelle j'ai été, durant laquelle j'ai été connectée à mon bébé, vraiment. Je ressentais de la joie et de l'excitation à l'approche du jour J. Mais cette quatrième grossesse, elle a été ultérieure à ma formation d'accompagnante, donc périnatale. Donc j'étais voilà, j'étais remplie de connaissances, Ouais. de Bah toutes oui. mes innombrables lectures, de tout ça. Donc, ouais,
c'était un enfantement en confiance et pour moi, ça a tout changé. Ça a tout changé dans le sens où, ça a réveillé, ça a révélé, peut-être des parts de toi qui étaient insoupçonnées ou cette confiance, et cette assurance et cette puissance peut-être que tu n'avais pas encore, révélée auparavant? Oui, c'est vraiment ça. Mmh. Ça ben, j'ai expérimenté, le micro-sommeil entre les contractions. J'ai reconnu, la phase de quiétude, la phase de désespérance, le pic Mmh. d'adrénaline, le réflexe d'éjection du bébé. Ça c'est et donc l'immense derrière le colossal, le majestueux pic d'ocytocine à la naissance et je pense que de mes 4 naissances, c'est celle, ben, pour laquelle il y a eu le plus d'ocytocine, le plus de cette sécrétion, de cette délivrance hormonale. Et c'est vrai que cette délivrance hormonale massive, couplée à un partenaire présent et soutenant, ça a conditionné mon postpartum, qui Mmh. fut vraiment une vie dans ma vie, en fait, une parenthèse loin du monde, quelque chose d'instinctif, de libre, de sauvage, d'animal, en fait. Un, ouais, Mmh. un écrin d'amour, un tremplin vers une parentalité épanouissante aussi, quoi. C'est beau ce que tu dis et pour le coup, c'est vrai que je t'avais posé aussi cette question parce que tu en parles, sur ton compte, Instagram où tu dis que la maternité, en tout cas, est un véritable chemin initiatique et les mots sont très forts, mais de ce que tu viens de décrire là avec cette dernière naissance en puissance, on comprend effectivement le cheminement aussi et l'initiation qu'il y a derrière, quand, en tout cas, on arrive, et on se donne aussi l'opportunité de pouvoir vivre une naissance comme ça. C'est ça que tu veux transmettre aussi? Oui, complètement. Complètement, parce que c'est le jour et la nuit. Parce que, Mmh. parce que aseptiser les naissances et les médicaliser de manière systématique, ça engendre aussi cette aseptie de l'ocytocine. Sauf que sans cette ocytocine, comme Mmh. je le mentionne, comme je l'écris dans un post qui est dur, qui est presque incisif, mais qui pour moi est évident, c'est que retirer l'ocytocine, c'est aussi retirer toute cette colle humaine, cet attachement à son bébé, cet attachement viscéral, cet amour et cette volonté de rester auprès de son bébé pendant des mois et l'allaiter avec joie, avec bonheur et contribuer à construire des bases solides pour l'humain qui sera demain en fait. C'est la naissance, ça Mmh. concerne tout le monde. La naissance, c'est vraiment pas un sujet de niche ou un sujet très très précis. La naissance, ça conditionne tout le reste. Et non seulement ça concerne tout le monde, mais en plus, en fait, c'est une vision vraiment à long terme de notre espèce. Totalement. Je rebondis Marilou justement tant qu'on est, dans, cette question de la surmédicalisation et de l'industrialisation des naissances puisque, tu le sais, je t'en ai fait part, il y a un réel en tout cas que tu as créé sur Instagram et qui est merveilleux, dans cette description en tout cas de la surmédicalisation. Tout à l'heure tu parlais de, tu accoucheras dans la douleur. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, parce que là, tu en parlais il y a 14 ans pour ta première naissance, encore aujourd'hui, je pense que c'est encore la phrase, la phare, en tout cas, de l'accouchement. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à cela, justement, au vu de ton parcours et de cette dernière naissance? Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est un combat, de, mettre fin à cette, phrase qui est vraiment, la clé en tout cas dans beaucoup de maternités: «Tu accoucheras dans la douleur». Est-ce que ton accompagnement aujourd'hui est vraiment basé pour, hem, controverser, cette phrase-là? Oui, oui, disons que c'est pour rebondir sur cette fameuse petite vidéo qui t'a parlé, qui t'a touché, c'est Mmh. en fait, pour le formuler autrement, c'est
c'est dire que la naissance, elle est aussi sûre que la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que donner naissance, c'est aussi risqué que de vivre. Et que le risque zéro, il n'existe pas. Et l'industrialisation des naissances, si. Et penser que la technicité retire le risque, c'est non seulement faux, mais en plus c'est délétère, puisqu'on coupe les femmes de toute sensation et on les prive de cette puissance. On les prive de contacter cette puissance-là et derrière d'avoir une maternité, une parentalité solide, confiante, constructive et épanouissante. Et je voudrais... En fait, il y a beaucoup à dire, hein, Bah oui, je sais. ça prendrait des jours, mais je voudrais vraiment rappeler qu'enfanter, c'est un processus biologique normal, sécuritaire, et qu'il n'est que entre guillemets, la continuité de la grossesse. Et que, est-ce qu'on nous a appris à aller à la selle? Non. Est-ce qu'on nous a appris à faire l'amour? Non. Et que tous ces processus, ils ont des besoins fondamentaux communs pour se réaliser de manière optimale. Et ils comportent tous des risques. Hein. Aller à la selle, c'est risqué aussi, faire l'amour aussi. Seulement, c'est vraiment le conditionnement culturel. Parce que si on dit à une jeune fille aujourd'hui que faire l'amour, c'est douloureux, elle va nous rire au nez. Parce que on véhicule pas ce message-là. Eh ben, véhiculons aussi le message que donner naissance, ben, ça donne de la puissance. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est un conditionnement, ouais, c'est un autre conditionnement, mais de croire qu'un autre sait mieux que soi concernant son propre corps, c'est un leurre, en fait. Savamment construit, mais qui est engrammé profondément dans nos cellules. Et c'est remettre vraiment l'entière responsabilité de ce jour fondateur à une autorité, à une autre autorité que soi-même. Et c'est prendre le risque de subir de grandes violences aux conséquences délétères. Et il y a aussi un autre aspect sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire d'intégrer, de comprendre profondément qu'une femme qui enfante, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle traverse ce qu'elle a traversé et elle ne doit pas être sauvée, elle doit être protégée. Et mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on protège les femmes dans notre société ou dans le monde? Bon. C'est une vaste question aussi, avec une vaste réponse aussi, qui durerait des jours, voire des semaines. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je connais de nombreuses femmes ayant donné naissance en structure qui aspirent à une naissance intacte, et je n'ai pas encore eu connaissance de l'inverse. C'est très fort ce que tu dis et je rebondis sur cette protection parce que tu te décris et tu t'es décrit aussi en début de cet épisode comme protectrice des naissances, comme sage mère. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu n'utilises jamais le terme de doula, sauf si tu me dis l'inverse en tout cas, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Et je sais qu'en tout cas, il y a une distinction aussi qui peut être opérée sur le choix de ces noms. Alors peut-être pour quelle raison tu as choisi protectrice des naissances? Eh bien parce que doula, étymologiquement, en grec, ça veut pas dire une femme au service d'une femme, ça a été modifié. Doula, ça veut dire esclave. Et je me suis renseignée auprès de femmes qui parlaient le grec, je me suis renseignée auprès d'historiens, et il n'y a aucun récit qui relate le fait que ces doulas étaient là pour la période de maternité, de postpartum, de soutien à la femme. Donc pour moi, c'est uniquement des esclaves de familles riches, de familles fortunées. Et bien évidemment que du coup, ce mot, il résonne pas en moi, et ce mot, il est même dur pour moi. Après, j'entends que c'est le terme international et que c'est plus rapide.
Mais de toute manière, quand je présente ce que je fais, il faut que la personne elle ait du temps devant elle. Il n'y a rien de rapide. Et il faut qu'elle soit capable d'écoute, d'une grande qualité d'écoute, et qu'elle soit sensible à tout cela aussi. Donc, je m'attarde rarement sur ce que je fais, parce que je trouve rarement des gens sensibles. Écoute, et en tout cas, protectrice des naissances, et ça prend tout son sens, parce que c'est vraiment comme ça que je me vois. Voilà, à garder ce moment le plus intact possible et voilà, le plus sacré. Alors, l'accompagnement, justement, à proprement parler, que tu proposes aujourd'hui, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Oui, mon accompagnement, il se fait il se tisse sur la durée et c'est une relation de confiance qui s'installe au fil du temps. Et comme je le dis dans les premiers entretiens de rencontre, c'est sentez-vous libre de faire ce bout de chemin avec moi ou avec quelqu'un d'autre, comme moi je me sentirais libre de m'engager avec vous ou pas, parce que en fait il faut qu'il y ait de la résonance, il faut que ça vibre, et que pour des raisons diverses et variées ça peut ne pas vibrer, sauf que s'il n'y a pas cette vibration et vraiment cette confiance, si je sens pas de confiance, je n'y vais pas, parce que c'est le socle de cet accompagnement, et le jour J c'est indispensable que les parents se sentent en confiance et que je me sente en confiance. En tout cas, mon accompagnement, Bien il sûr. est basé sur des faits, en fait. Hein. Il est basé sur la mécanique, ce mot moche, non, sur la physiologie de la naissance. Extrêmement précieux. Vraiment. Alors, je ne sais pas, Marie-Lou, s'il y avait quelque chose, ou en tout cas un sujet dont tu souhaitais aborder, qu'on n'a pas abordé, en tout cas pour le moment, avant de clore cet échange. Alors, ce que ces 3 naissances à domicile m'ont apporté, d'abord en tant que femme, c'est véritablement de la confiance. Beaucoup, beaucoup de confiance. Et une meilleure estime de soi. Bien entendu. Également de l'ancrage. Ça m'a vraiment permis de m'enraciner profondément. Et de construire des bases solides, en fait. Des bases que je n'avais pas eues avant ça. C'est également oui, ça rejoint l'ancrage, mais c'est également de la consolidation, du renforcement, de se sentir plus sûre, plus solide, plus forte. Et c'est également de la légitimité, parce que la part féminine, la féminité dans ma lignée, elle a été bafouée. Et je n'ai pas eu de transmission du féminin, de fierté de ce féminin. Et ces AAD, ils ont vraiment apporté cette légitimité-là. Voilà pour la part femme, féminine. Et quant à la part maternelle, à la part de la mère, ça m'a apporté de l'assurance. Mais aussi de l'accomplissement, vraiment. C'est une satisfaction profonde que de donner naissance par soi-même, avec ses propres moyens, ses propres ressources. Et je dirais aussi je sais pas si c'est de la connexion ou de la reconnexion avec ma part animale, en fait, instinctive. Mon côté, femelle, mammifère. Et puis ce que ça m'a surtout apporté, que ce soit en tant que femme et en tant que mère, c'est de l'amour. Vraiment une quantité d'amour immense.
Et j'ai pas ressenti autant d'amour pour mon aîné à sa naissance. Pour la première, deuxième et troisième naissance, je dirais que mes seules ressources, c'était ma détermination, mon opiniâtreté peut-être même, et surtout ma résilience en fait, ma capacité à voilà à accepter l'épreuve et ce truc de me dire vraiment que j'en ressortirai plus forte, grandie. Par contre, pour la dernière naissance, véritablement, mes ressources, ça a été mes connaissances sur la naissance. Ce savoir-là, il m'a apporté la confiance. Et cette confiance-là, elle a changé la dimension de la naissance, de cette dernière naissance. C'est très fort ce que tu dis, Marilou. Vraiment, je suis vraiment ravie. Ça me touche d'autant plus puisque vous le savez que je suis aussi, actuellement, en tout cas enceinte. Donc ça me parle, mais ça me fait vibrer, ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est extrêmement fort et c'est vraiment ce que toutes, les mamas qui sont enceintes, devraient entendre, même quotidiennement. Et c'est très fort et je te remercie vraiment, Marilou, parce que tu es vraiment une femme extraordinaire. En tout cas, je sens toute cette puissance et je la ressens. Et je suis vraiment ravie, en tout cas, d'avoir pu échanger avec toi. Alors, je sais que tu as plein de ressources et que tu pourrais parler pendant des heures. Moi aussi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Je sais que ton compte est aussi une ressource. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour ouvrir aussi notre regard, notre esprit et sur cette puissance que tu nous as abordée au cours de cet épisode. Alors, vraiment, merci du fond du cœur, Marilou. Et à bientôt, Marilou. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.